Alors, on commence cette première session. Je suis ravie de commencer avec toi, Nico, parce qu'on va parler de photographier la mer, et tu es photographe, pas que journaliste, et tu connais d'ailleurs très bien cette université, parce que tu en sors aussi. Ouais, c'est assez émouvant d'être là. Bonjour à tous. Alors, c'est assez intéressant parce qu'autant Georges Prévélakis que la doyenne de cette université ont utilisé ce néologisme de maritimité du géographe. Et je voudrais commencer par ta notion à la mer. C'est quand? Parce que tu es né à Paris comme moi. Ouais. Ta première rencontre avec la mer, c'était quand? C'était comment? Et comment on y revient? D'abord, c'est un son. Bonjour à tous. Monseigneur, Excellence, Madame la doyenne. C'est un son pour moi, la mer, qui commence presque dans le liquide amniotique. Réellement, et je crois qu'il y a même un parallèle à faire entre ce que l'on ressent lorsqu'on est en mer et ce que l'on ressent lorsqu'on apprend la langue grecque et qu'on comprend, qu'on projette ce que signifie la mer. Thalassa. C'est pas qu'une émission de télévision, c'est pas seulement un week-end en thalasso. Thalassa. Est-ce que vous entendez la mer, Madame Prévélakis, dans ce mot? Voilà. On est vraiment des vagues. exact. On est dans le ventre, on est dans le ressenti, dans la vibration homérique, un terme qui a traversé les siècles, les certitudes des êtres humains pour venir à moi. Donc pour moi, thalassa, c'était d'abord un son. Et lorsque pour la première fois de ma vie, enfant, mes parents m'emmènent voir notre thalassa, notre mer, à Missolonghi, dans la lagune héroïque. Qui est une lagune, c'est pas la mer des vagues, c'est pas la mer C'est à Égée. côté de l'archipel en feu dont parlait Georges Verne, voilà. Prévélakis. Jules Verne ne s'y était d'ailleurs jamais rendu, ni Fénelon quand il décrivait la mer dans Télémaque. C'est la magie de la création et la magie de l'image et de l'imaginaire. Donc, je ne sais pas ce qu'est pour moi profane le terme maritimité, même si je le devine, mais mon point de départ, c'est Thalassa. Thalassa comme une image et comme un son. L'image et le son. Et par extension, lorsque j'ai commencé à photographier la mer, d'où ma présence ici pour parler non pas par empirisme, mais par ressenti, parce que chaque grec a un peu de thalassa dans son ADN et dans son imaginaire. Lorsque j'ai commencé dans la lagune de Missolonghi, là où est mort Byron, là où les Grecs, il y a presque 200 ans, nous fêterons en avril 2026 la résistance des Grecs, peinte par notamment Delacroix dans ce fameux tableau, La Grèce sur les ruines de Missolonghi. Lorsque j'arrive à Missolonghi et je réalise que c'est une lagune qui ne ressemble pas aux océans, à la mer plus houleuse, plus capricieuse des côtes françaises ou même de Méditerranée, je me dis, ah, il y a quelque chose à explorer ici. Et comment on explore? Comment on photographie cette mer? En fait, à Missolonghi, on se rend compte très vite que la mer est un miroir. Miroir de l'âme. Enseigner la mer, c'est un terme, je ne suis pas un enseignant, mais je peux vous dire que la mer m'a toujours enseigné. Enseigner la mer, c'est aussi savoir la reconnaître pour ce qu'elle est, une continuité de nos états d'âme, une continuité de notre psyché, et certainement ce que dit le poète Seferis, je suis ton lieu, lorsqu'il parle de la mer. Et donc cette capacité à pouvoir être à la fois quelque chose qui aspire littéralement ce que nous ressentons et en même temps qui peut aussi nous le rendre d'une façon ou d'une Mais autre. comment on ressort ça dans un cliché? On parlait tout à l'heure de la connectivité de la mer, Concrètement, de l'œcuménisme de la mer. Toi, en un cliché, tu dois évoquer tout ça. oui, alors déjà, je peux vous parler technique. Je photographie la mer en noir et blanc. Déjà, ça, c'est un problème. C'est là où je veux en venir. Mais vous savez, quand on est photographe, on peut prendre un magnifique coucher de soleil avec des couleurs flamboyantes et se dire, waouh, c'est beau. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que j'ai appris à travers les photographes humanistes, notamment français, comme Cartier-Bresson et bien d'autres encore, c'est l'art du cadre. Le cadre ne dit pas souvent ce qui existe en dehors du cadre, mais il le suggère. Pour moi, photographier la mer, c'était d'abord m'intéresser au peuple de la mer. Je peux évidemment photographier une barque ou photographier la mer selon
le reflet du ciel selon l'époque, mais les peuples de la mer portaient déjà la mer dans leurs yeux, dans le reflet. Les peuples de la mer en disent long à travers leurs mains qui n'ont pas besoin de masque social. Les mains en Grèce, chez le pêcheur, je les retrouve aussi chez le pêcheur du sud de la France, au Costa Rica, au Sri Lanka. Il y a un langage universel à travers les peuples de la mer qui unit l'humanité et qui ne reconnaît pas les frontières, puisque la frontière terrestre ou la frontière imaginée, je sais que vous allez parler, mon cher Georges, de géopolitique et bien d'autres choses encore très intéressantes, eh bien, il y a une grille de lecture chez les peuples de la mer qui ignore les réalia, les nécessités et on va dire, les politiques de chaque siècle, de chaque empire, de chaque millénaire. La mer comme une promesse de départ et d'arrivée. Si vous observez bien les gens qui vivent sur le littoral ou sur les rives, ont un autre espace-temps en eux, de toute façon. On peut parler de Théodoros, le pêcheur? Le pêcheur. Avec ce teint buriné qui vous fascine? Un pêcheur qui me prend par la main quand je suis gamin et qui me dit « Tu viens d'où, toi ?» Je lui dis « Je suis un grec de la diaspora. Oui. » Comme Cavafi et bien d'autres, ou Séphéris. Enfin, aucune comparaison avec eux, oui. Mais voilà. Comme toi et moi, on va dire. Voilà, revient sur terre. Mais bon, la Sorbonne inspire. Je me souviens de Maro Prévélakis qui nous apprenait la subtilité de la langue grecque à travers les textes de Kazantzakis et bien d'autres encore. Un pêcheur, c'est un passeur. La mer transmet dans l'archipel, puisque l'échange passe par l'humain. Et le pêcheur a un rôle primordial, car c'est celui qui n'oublie pas, c'est celui qui peut, sur une surface lisse où il n'y a rien de visible dans l'héritage, se souvenir et reconnaître un chemin, même dans l'élément liquide le plus immense ou le plus infini. Lorsque j'arrive pour la première fois dans la baie de Missolonghi et qu'il m'explique que cette petite église sur un îlot au milieu de nulle part, un caillou dans l'univers, représente peut-être le secret de la résistance des Grecs face aux hordes de l'Empire ottoman. Ils étaient 300, les Missolonghites, les autres étaient près de 6000. Eh bien, je ne vois rien de tout cela, mais dans sa façon de me le raconter, dans sa façon de devenir le gardien de cet héritage, je m'intéresse encore plus à ce que racontent ces pierres. On dit souvent que les pierres parlent plus que la mer. Pourtant, un pêcheur voit un chemin, là où nous voyons juste un élément liquide et quelques poissons. Donc, passer du temps avec les pêcheurs apprend l'humilité. La mer enseigne l'humilité. Et nos certitudes d'aujourd'hui seront peut-être considérées comme des écueils dans quelques années. Mais cette mer, elle est aussi capricieuse, elle est aussi très convoitée. On le voit dans des photos. Est-ce que je peux montrer ton livre qui sort bientôt? C'est ça, qui s'appelle « Premier voyage en Grèce ». J'ai participé à cet ouvrage aux Belles Lettres en écrivant un avant-propos sur ce qu'est... Il n'y a qu'une seule photo de mer calme. Tout le reste, ce sont des vagues qui explosent. Pas seulement, on a des vrais contrastes d'ailleurs. Je vous invite à... Il sort quand, pardon? Le 23 mai, mais bon, voilà. Je ne suis pas venu pour ça, mais c'est gentil. Mais parce qu'elle te fascine aussi, cette mer capricieuse, cette mer qui est convoitée aussi et qui a en fait façonné cette histoire grecque. Oui, l'allégorie. On ne part jamais avec beaucoup de certitude en mer, que ce soit en Grèce ou ailleurs. Vous savez, on dit souvent que les peuples de la Méditerranée, dont les Grecs, ont toujours ils sont parfois inaptes à accepter le bonheur, malgré leur philosophie et leur sagesse, car ils pensent toujours qu'un Meltem venu de nulle part va tout saccager sur son passage. Ne sois jamais satisfait d'être heureux. Garde toujours une petite distance. La mer nous l'enseigne. Combien de fois je suis parti photographier des îlots, ci et là, en mer Égée ou même en mer Ionienne, pour aller... photographier le parchemin du visage de ces personnes qui vivaient avec la mer et qui avaient la mer en eux de façon à la fois poétique et en même temps réelle. Et combien de fois j'ai cru que j'allais devenir comme Ulysse et je demandais à Poséidon de me foutre la paix pour que je puisse rentrer chez moi.
Le thème du D'ailleurs, tu retour... as fait une série de photos justement sur cette liste. Tu es fasciné quand même. Oui, par, le thème du retour, incontestablement, la mer, d'un point de vue philosophique aussi, relie chaque exilé à ce thème du retour. Comment on nous demande souvent en Grèce, nous les enfants de la mer, de la diaspora, à quel moment on va revenir au pays. Oui. Alors je leur explique qu'on ne peut pas revenir au pays puisque nous n'avons jamais quitté le pays, mais que nous portons le pays en nous, malgré le fait que nous soyons nés ailleurs. Et en fait, c'est assez subtil comme équilibre. Et la mer, dans ce qu'elle peut représenter de façon un peu plus imagée et allégorique, promet un retour souvent impossible. Il C'est une porte suffit ouverte. de relire Cavafy et ce fameux magnifique poème qui dit « Quand tu prendras le chemin pour Ithaque, souhaite qu'il soit long ». Enfin, je le paraphrase un petit peu, je ne suis pas dans le texte à 100%. Donc le chemin du retour passe par la mer de toute façon. C'est aussi un échappatoire pour ton père, Andreas, qui est arrivé par la mer. Oui, oui, c'est sûr. Il est parti avec rien du tout. Il a pris le ferry, il a traversé l'Adriatique, il est arrivé en Italie, un train, puis il est arrivé en France. Lorsque je suis arrivé pour la première fois à la Sorbonne, j'étais étudiant en 86, 87, je pensais à ce monsieur qui est arrivé avec une valise, qui ne parlait pas le français. Et je pensais aussi à ce rêve qu'il a projeté ou qu'il a jeté comme ça sur la ligne d'horizon de la mer comme un filet, et à ce que la France nous donnait lorsque nous étudiants arrivions ici, au même titre qu'un Français de souche, entre guillemets, pour avoir l'accès à la même éducation. C'était aussi un voyage qui a commencé dans la mer, en fait, sur cette ligne d'horizon, et qui nous emmenait ici vers d'autres voyages et vers d'autres propositions, comme des matelots pour apprendre la vie et ne pas se perdre dans les tempêtes de la vie. J'ai ressenti un peu tout ça en arrivant ce matin à la Sorbonne. Je me souviens quand, dans les années 80, je me sentais tout petit. En 2025, je reviens en père de famille, je me sens encore plus petit. Et j'ai une oreillette vivante qui est mon ancienne prof de grec moderne à la Sorbonne et qui m'écrit quelque chose d'extraordinaire. Phlisvos. Alors, pour ceux qui ont appris le grec ancien à la façon d'Erasme, je sais que Katerina Xila traduit, débrouille-toi avec Floisvos. Phlisvos, onomatopée, le bruit des vagues, en mer. Les balles. Phlisvos. Phlisvos. Magnifique. Thalassa me fait déjà pleurer parce que quand tu t'assois et que tu la regardes et que tu l'écoutes, au bout d'une demi-heure, tu l'entends te dire Thalassa. La mer, c'est aussi une promesse de transmission. Alors, tu es papa, tout le monde le sait. Comment tu enseignes la mer à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur dis? Quel est le rapport? Ils sont aussi nés en France, comme nous aussi, comme nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit la première fois? Comment c'est? Alors moi, je ne suis pas le bon exemple parce qu'ils se fichent de moi quand je leur dis, mais regarde, mais plonge, est-ce que tu sens la matrice, tout ça, etc. Ils me disent, papa, tu nous emmerdes. Donc voilà, ça c'est pour aller à... Mais je le fais, réellement. Je vais vous dire encore ce que je fais. Dès que j'arrive et que je vois le soleil comme ça, qui se reflète dans son argent le plus pur et le plus insaisissable, dans son argenté, je dis, Apollona fait ilu que tis ideas tu photos. Apollon, Dieu de... Et là, il se cache. Voilà, et là, il se cache. Mes enfants ont honte, quoi. J'ai la même chose à la maison. Voilà. Alors, je pense fondamentalement, et je fais référence aussi à Mélina Mercouri, qui dans les années 90 était ministre de la Culture. Oui, c'était l'une des premières grandes interviews. Tu avais 24 ans à l'époque. Oui. Et elle te parle de ce retour des mares. Donc, on est encore sur le thème du retour. Et elle me parle de l'archipel. Voilà, de l'archipel. Ce qu'a dit Georges Prévelakis tout à l'heure en parlant de archipelagos. Et je la revois à la Sorbonne, pardonnez-moi, à l'UNESCO. Je la revois à l'UNESCO dire que de toute façon, la paix passera par la transmission de l'archipel et par ces liens qu'on ne peut pas quantifier, mais qui constituent le tissu social de notre mémoire, quand bien même nos peuples ont une autre langue ou une autre religion. La mer met tout le monde d'accord. Mélina Mercouri parlait de ça quelque temps avant sa mort à l'UNESCO, dans la grande salle de l'UNESCO,
Et je peux vous dire que le silence et l'approbation des ambassadeurs qui étaient présents en disaient long sur la justesse et la pertinence du propos. Et aujourd'hui, comment on peut enseigner la mer? Tu es en relation justement avec les jeunes, pour eux, c'est aussi une forme d'identité. Je vais te donner un exemple très simple. On l'a vu l'année dernière, quasiment à la même époque, à bord du Belém, ce magnifique trois-mâts. Trois-mâts, qui était au port du Pirée. Qui était au port du Pirée. J'avais participé à Olympie, justement, je citais tout à l'heure le dieu de la lumière, mais à l'allumage de la flamme olympique qui se fait selon une tradition ancestrale. Et la flamme a été donc donnée à Paris pour qu'elle puisse venir ici et que les Jeux olympiques aient lieu. Et sur le port du Pirée, le Belém était arrivé avec à son bord une dizaine de jeunes gens, peut-être même un peu plus, qui venaient de quartiers dits défavorisés, qui avaient effectivement chacun des parcours très atypiques et même des difficultés à trouver leur place dans notre société. Donc ils sont arrivés avec une attitude, une posture, des certitudes, comme tout le monde, comme nous tous, nous avons nos garde-fous. Et lorsqu'ils ils ont accosté à Marseille, le capitaine du Belém me disait qu'il n'avait jamais vu ça, leurs larmes, leur certitude qu'il y avait autre chose que leur propre peur. En ce sens, la mer nous enseigne. Il n'avait jamais vu le soleil se fondre, se perdre dans la mer. Il n'avait jamais vu, il n'avait jamais saisi, expérimenté, ressenti dans leur chair l'expérience du petit matin à bord de la mer. Sans escale, ils sont arrivés différents, car la mer, je suis certainement un peu trop lunatique, poète et un peu trop romantique, mais elle est une catharsis. Elle est une catharsis. Au bout d'un moment, même dans les batailles navales, on va s'entretuer, il ne restera rien, mais la mer sera toujours là. Elle est une catharsis, elle est une promesse, elle est peut-être le chemin qui nous emmènera demain dans notre plénitude, peut-être. Je ne sais pas comment on enseigne la mer, je ne suis pas un enseignant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers mes photos, j'essaie de la reconnaître et peut-être aussi de comprendre qui nous sommes face à elle. Tu dis la reconnaître. Comment tu as commencé à photographier la mer et comment tu la photographies aujourd'hui? J'ai commencé, je vous disais tout à l'heure, à photographier les pêcheurs, Oui. à photographier ceux qui habitent sur le port, peut-être même ceux qui marchent quotidiennement et qui viennent faire leur marche, leur footing. Aujourd'hui, en fait, je photographie la mer, non pas comme le font les photographes spécialisés de photographie sous-marine. Je ne suis pas un photographe spécialisé de la mer, mais j'apprends à photographier la côte de la mer. C'est-à-dire que j'ai retourné le miroir. D'accord. C'est-à-dire que si tu un veux, point d'accroche. Oui, parce qu'on dit souvent, si vous voulez connaître la Grèce, allez dans les îles. Ouais. Oui, mais si c'est pour vous enfermer dans un appart ou dans un quartier avec la piscine, avec les piscines, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez vraiment expérimenter la Grèce, allez en mer. Et je ne parle pas de yacht ou de choses luxueuses. Prenez une barque et observez le pays. Observez les couleurs, observez ce va-et-vient, ce ballet extraordinaire. Je parlais tout à l'heure de la baie, le golfe de Patras. Cette baie est absolument phénoménale et inspirante. Le golfe de Patras, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres ports? C'est le mien. Ouais, donc c'est ça que j'essaie de te faire dire. Non, personnelle quand même dans tes photos. Tu veux que je parle de ma touche personnelle, mais bon, mais c'est difficile de parler de soi. Mais on parle de photographier la mer et photographier, il faut la lagune est différente. Mon sentiment, c'est que j'ai toujours appartenu à cet endroit avant même de le rencontrer. Et que je portais cette mer, je portais ces silences, ces douleurs, ce deuil, car la lagune de Missolonghi, et par extension le golfe de Patras, ce sont à la fois des cimetières et en même temps des points de départ. Et si je n'ai pas ce rendez-vous, si je n'arrive pas quelques fois par an en pèlerin presque avec mon appareil photo et un marcheur et nageur d'hiver que je suis, je ne peux pas résister, je ne peux pas faire le reste et accomplir ma vie professionnelle en sérénité. C'est cette Grèce qui est ancrée en moi,
qui me permet certainement de pouvoir faire tout le reste. Et justement, puisque tu es attaché personnellement, tes racines y sont aussi. Tu parles d'un cimetière à ciel ouvert, ça l'est aussi pour des migrants, hein, des milliers de migrants Bien mer sûr, Égée. comment ne pas penser à ça? Mais on ne peut pas ne pas parler aussi d'écologie et d'environnement. La mer Égée, toi et moi, on la voit chaque année, elle change, elle est polluée, elle engglutine aussi beaucoup de plages. Comment tu peux pas passer toi à côté avec ton œil de photographe? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas attiré évidemment par des hordes de consortiums touristiques qui te louent une, comment ça s'appelle? Ouais, Xaplostrà. ouais, le chaise longue. Voilà, une chaise longue à 300 € sur une île à Mykonos ou ailleurs. On ne va pas dire que c'est ma Grèce ou ma culture, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais découvrir un biotope, découvrir le microcosme de la lagune que je connais bien de Missolonghi, avec ses salines qui ressemblent à Gruissan ou qui ressemblent à la Camargue, avec ce biotope où on peut voir des oiseaux exotiques, on peut voir des flamants roses arriver ici et faire sa saison. En fait, il y a un cycle de la nature qui est de toute façon plus fort que nous et qui, malgré notre capacité géniale à détruire ce qui nous entoure, résiste encore. Et mon curseur, si tu veux comprendre où va le monde, viens dans ces biotopes et observe. Et tu verras comment résiste à la fois la nature maritime, ce qu'il y a en dessous, ce qui est au-dessus, ce qui passe. Et tu comprendras où est-ce qu'on est dans le rouge concernant notre folie des grandeurs et notre irrespect de la nature. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, à tes enfants Oui, européens, oui, bien sûr. contempler cette mer. Observe déjà. Contempler certainement et sois émerveillé. Ne snobons pas l'émerveillement. Il n'est pas seulement relié à des illuminés ou à des fous. L'émerveillement est une source aussi de paix, de sagesse et de reconnaissance de l'autre. Peut-être une dernière question avant de laisser Bien sûr. J'ai l'impression que j'en ai trop dit. Non, c'est très bien, on pourra en dire pendant des heures. Comment on la protège, cette mer? Justement, la En réalisant que oui, évidemment, on peut faire ça, on peut faire des campagnes, on peut montrer des photos. Je crois que l'éducation doit passer aussi par... il faut être en conscience avec la mer. Il faut expliquer que la mer, c'est nous et qu'elle est en nous, qu'elle ne nous appartient pas, que nous lui appartenons et qu'elle sera là après nous. Si tu expliques ça de façon très simple, si tu te remets à ta juste échelle dans cette grille de lecture qui est l'homme et la nature, eh bien, tu la protégeras. Elle n'a pas besoin de toi, la mer, de toute façon. C'est pour ça que la juste échelle, c'est aussi de revenir au classique, de revenir. Tu reviens souvent, d'ailleurs, à ces poètes. Oui, je reviens au classique parce que je pense qu'on ne les a pas compris, on ne les a pas décodés. Je pense que tu demanderas à la doyenne tout à l'heure, mais je suis sûr qu'il y a des intellectuels, des profs, des enseignants, des scientifiques qui ont consacré leur vie à essayer, non pas de paraphraser, mais de comprendre l'équation d'un texte antique ou d'un texte médiéval, français ou autre. Et il y a tout dedans, quand même. Oui, dans Homère, il y a tout. Mais on n'a pas tout compris. Mais il y a l'Odyssée par Google, quoi. C'est la Google par l'Odyssée. Bien sûr, mais est-ce qu'on a vraiment la bonne grille de lecture Est-ce qu'on a vraiment saisi ce que voulait dire Homère? S'il y avait un Homère ou plusieurs Homères, ça c'est un autre débat. Ben, je n'ai pas l'impression. Donc ça veut dire que dans cette quête infinie, on a aussi notre rôle à jouer. Il faut revenir à la source pour ne pas se perdre, comme dirait ma mère avec son accent terrible en français. Tu vas te noyer dans un verre d'eau. D'accord. Ce sera le mot de la fin avec Rara. Merci beaucoup. On peut applaudir Nico Sabelas.